Bonjour à toutes et à tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison de l'émission radio de l'Europe Direct Strasbourg. Vous pouvez toujours nous écouter sur les différents canaux de Radio Judaïka Strasbourg et de RCF Alsace et bien sûr en podcast sur toutes les plateformes habituelles. Alors cette année, on vous prépare encore plus de rencontres avec des figures européennes, des auteurs, des experts et bien entendu des députés européens pour vous tenir informés de l'actualité européenne, avec toujours pour objectif de mieux comprendre ce qui se joue au cœur des institutions et notamment au Parlement européen. Alors depuis la session de juillet, le Parlement est pleinement opérationnel avec la réélection de Roberta Metsola, sa présidente, et l'élection des 14 vice-présidents. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans la session plénière de septembre avec des sujets captivants comme la présentation, ce qu'on appelle le casting des nouveaux membres de la Commission européenne et la répartition des portefeuilles entre les commissaires désignés. On reviendra également sur le rapport Draghi et ses propositions pour relancer la compétitivité de l'Europe. Et pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir Sandro Gozzi, député européen du groupe Renew. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes député européen depuis 2020 et avez été élu en juin dernier sur la liste de la majorité présidentielle française. Mais vous avez une particularité unique, Monsieur Gozzi. Avant de rejoindre le Parlement européen, vous avez été secrétaire d'État aux affaires européennes en Italie de 2014 à 2018. Et c'est ensuite que vous avez été élu, puis réélu député européen, mais cette fois-ci en France. Vous avez choisi pour cette nouvelle législature de poursuivre votre travail au sein de la Commission des affaires constitutionnelles, ainsi que celle du marché intérieur au Parlement européen. Pour commencer, Monsieur Gozzi, quelle est votre analyse des résultats des dernières élections européennes? Parce qu'effectivement, il s'est passé beaucoup de choses, notamment en France. Donc, rappelez-nous un petit peu comment vous analysez ces élections européennes. On parle des élections européennes, donc regardons aux résultats dans l'ensemble du continent et de l'outre-mer. Dans l'ensemble, nous avons réussi, nous les forces, disons, centrales pro-européennes, à garder une majorité parce que finalement, Ursula von der Leyen a été élue avec l'appui des forces qui la soutenaient déjà dans la précédente mandature, auxquels ils sont ajoutés les Verts, donc mon groupe Renew, les libéraux et les démocrates des Renew, les populaires, les chrétiens démocrates et les conservateurs du Parti populaire européen, les sociodémocrates et les socialistes et les Verts ont réussi à garder une majorité dans l'hémicycle. Mais vous représentez à peu près 450, 460. Exactement. Donc, disons, il y a encore une majorité solide des forces démocrates et pro-européennes. Donc, de ce point de vue, il faut enlever les lunettes nationales, parce que si on garde les lunettes nationales, soient-elles françaises ou italiennes, on dit « Oh là là, l'extrême droite domine, l'extrême gauche domine ». En fait, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que nous sommes les produits démocratiques d'élections dans 27 pays. Et donc, même deux grands pays ne peuvent pas déterminer, disons, des changements fondamentaux dans l'hémicycle à Strasbourg. Ceci dit, c'est clair qu'avec trois groupes d'extrême droite, les patriotes, les souverainistes et les groupes des conservateurs, qui sont peu conservateurs et très extrémistes, c'est un parlement que dans le quotidien deviendra et déjà plus difficile. Surtout si les groupes du Parti populaire européen décident de regarder une fois vers le centre, une fois vers l'extrême droite, quand il doit décider quelle position prendre sur un projet de loi, sur une initiative politique importante, sur une résolution. Donc, évidemment, me semble la vie quotidienne au Parlement européen un peu plus compliquée dans ces débuts de mandature, mais nous verrons aussi la suite. Il va falloir voir si ça tient sur la durée, cette alliance des partis pro-européens. C'est un peu ça. C'est une grande responsabilité qui s'assumerait, c'est qui ne le ferait pas durer. Parce que nous sommes à un moment véritablement historique et sensible de l'Europe. On le dit souvent, et il y a eu d'autres moments historiques. Dans d'autres moments, les forces démocrates ont été à la hauteur du défi. Après la chute du mur de Berlin, on a répondu avec les traités sur l'Union européenne, avec l'euro, avec un développement de l'Union européenne dans le domaine des affaires intérieures, un début d'engagement sur la scène internationale. Bon, on a fait des choses. Là, c'est un autre moment historique et sensible. Et donc, les forces pro-européennes doivent rester ensemble et doivent coopérer de façon transparente et loyale surtout.
Alors, afin de limiter l'influence des députés d'extrême droite, plusieurs groupes parlementaires ont adopté ce qu'on appelle un cordon sanitaire. Cette stratégie a notamment permis d'empêcher l'élection de M. Leggeri, qui est donc l'ancien directeur de Frontex et membre du RN. Par contre, ce cordon sanitaire ne s'est pas fait autour de l'ECR, des conservateurs, comme vous me dites, avec notamment les députés de Fratelli d'Italia de Mme Meloni. Comment vous expliquez qu'il y ait cette scission entre ces partis d'extrême droite? Je l'explique en me référant à ce que je vous disais à l'instant. Parce que les partis populaires européens ont joué le jeu dans le cordon sanitaire vis-à-vis des patriotes, vis-à-vis des souverainistes, vis-à-vis de ceux qui considèrent les vrais extrémistes de droite. Il n'a pas joué le jeu dans ce que nous considérons des extrémistes de droite, mais que le PP considère un groupe fréquentable et fiable. Et donc le PP n'a pas voulu instaurer un cordon sanitaire aussi vis-à-vis de l'ECR. L'ECR, à l'intérieur du ECR, il y a sans doute des forces extrémistes, il y a sans doute des forces qui sont, disons, avec qui on peut faire des accords, mais dans son ensemble, reste un groupe anti-européen qui est très éloigné des priorités politiques sur lesquelles nous avons élu von der Leyen, et d'ailleurs qui a voté contre Ursula von der Leyen en juillet. C'est là qu'on en arrive à Ursula von der Leyen, qui est donc la présidente de la Commission, je le rappelle pour nos éditeurs, qui a présenté donc le collège des commissaires. C'est désormais à vous, parlementaires, de vérifier si ces candidats sont suffisamment qualifiés pour les postes qui leur ont été confiés. Que pensez-vous donc du choix de Raffaele Fitto, qui est donc proposé par Madame Meloni et qui a donc été accepté, qui a même un poste de vice-présidence? Il y a 6 vice-présidences de l'exécutif européen, de la Commission. Donc il y a Mme von der Leyen et 6 autres commissaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix? Tout d'abord, je pense que von der Leyen a fait le choix d'une commission très présidentielle parce que tout est concentré dans ses mains. Elle a énormément centralisé les pouvoirs et aussi l'organisation de la commission. Elle a distribué, de façon fragmentée, les portefeuilles entre les autres commissaires, y compris les vice-présidents. Et ce qui peut paraître paradoxal, elle a fait un choix à la fois présidentiel et intergouvernemental, ce qui est presque un oxymore pour la Commission. Pourquoi? Parce qu'elle est raisonnée en termes de grands pays, accords avec les capitales des grands pays. Donc, négociation avec la France, bras de fer sur la question Breton-Séjourné. L'Allemagne, c'est elle. Négociation avec la Pologne, qui n'a pas, le commissaire polonais n'est pas vice-président, mais a le budget et il est directement lié à von der Leyen. Il n'a pas un vice-président qui les coordonne, les Piotr Serafin, les commissaires polonais. Et donc, il a fait le choix d'accepter la forte demande de Meloni qui voulait une reconnaissance pour l'Italie, grand pays fondateur, avec une vice-présidente exécutive. Qu'est-ce que je pense? Moi, vous avez rappelé que j'étais ministre délégué en Italie dans les affaires européennes. J'étais aussi 12 ans parlementaire à la Chambre des députés. Moi, je n'aurais jamais fait ce que Meloni a fait, parce que l'Italie en sort affaiblie. Parce que Meloni a mis tout son capital politique sur la question « je veux une vice-présidente exécutive » et finalement, les portefeuilles de Fitto, c'est la politique régionale et quelques miettes. Donc, du point de vue de l'Italie, je crois que c'était un mauvais choix. Du point de vue de von der Leyen, je crois que c'était un mauvais choix aussi. Parce que finalement, elle a donné à une représentante de l'ECR et à un représentant de l'ECR, Fitto, et elle a une place de vice-président. Maintenant, il est clair qu'il faut voir aussi la personnalité. Fitto est le seul présentable de l'équipe de gouvernement de Il était proche de M. Berlusconi, je crois. Il est un démocrate chrétien, il était fils d'un démocrate chrétien, il vient de la démocratie chrétienne, il vient de ces chrétiens démocrates qui, à l'époque de Berlusconi, ont fait le choix d'aller avec Berlusconi. Donc, il était membre de Forza Italia, donc du PPE. Il a eu une rupture entre lui et Berlusconi, et la raison pour laquelle Fitto est passé à l'ECR avant que Fratelli d'Italia soit formé. Et c'est lui que, à l'époque des conservateurs britanniques de l'ECR, a convaincu son groupe à accueillir Fratelli d'Italia. Donc, disons, ce n'est pas un post-fasciste, ce n'est pas un des ministres violents et incompétents comme il y en a plusieurs dans le gouvernement de Giorgia Meloni. Donc maintenant, il faut voir combien il s'engage sur les priorités qui sont les nôtres.
Moi, je crois que si Fitto, dans les auditions qu'on va faire au Parlement européen, il s'engage sur les priorités politiques sur lesquelles Ursula von der Leyen a été élue, ce n'est pas les SR qui rendent la majorité, c'est lui qui sort du SR. Parce qu'il va s'éloigner des positions du SR qui a voté contre cet agenda politique pour laquelle lui, il va s'engager. Et c'est peut-être d'une certaine manière plus facile pour lui de se présenter face à des parlementaires dans une commission chargée de la cohésion et de la politique régionale, non? Oui, non, du point de vue des compétences, il a été ministre des Affaires régionales, il a été président des régions. Donc, la question des compétences sur la politique régionale de Raffaele Fitto ne se pose pas. Mais pour nous, se pose la question politique. Je vous donne un exemple très personnel, mais qui est indicatif. Quand moi, j'ai décidé d'être candidat à la demande d'Emmanuel Macron en France en 2019, Giorgia Meloni et les partis de Giorgia Meloni et Raffaele Fitto ont fait une campagne violente contre moi. Ils ont demandé de me déchoir de la citoyenneté italienne. Ils ont fait des actes formels au Parlement. Ils ont fait une campagne sur change.org pour recueillir des signatures, alors que moi, j'ai exercé mes droits de citoyen européen qui existent depuis 1992. Donc moi, je voudrais et je demanderai à Raffaele Fitto, qu'est-ce que vous pensez de cette action? Vous la partagez? Vous ne la partagez pas? C'est votre parti qui a fait ça. Maintenant, vous êtes commissaire européen et vous vous êtes engagé, selon les traités, à promouvoir la citoyenneté européenne. Vous voyez? Donc, c'est ces contradictions-là qu'on doit soulever, mais il est clair que d'un côté, on a un commissaire italien désigné compétent sur le portefeuille, mais de l'autre côté, qui vient d'un mouvement qui est un mouvement extrémiste, violent, d'extrême droite. Donc, il sera à surveiller. Alors, quel est votre avis sur les autres candidats, notamment ceux qui relèvent des commissions des affaires constitutionnelles, là où vous allez travailler, et celle du marché intérieur? Alors, qu'attendez-vous spécifiquement du futur commissaire chargé de ces domaines? Alors, je pense que pour le marché intérieur, c'est M. Séjourné que vous allez auditionner, et pour les affaires constitutionnelles, il y a beaucoup plus de personnes. Oui, alors sur le marché intérieur, ça sera Séjourné, ça pourrait être aussi d'autres commissaires, mais bon, avec Séjourné, on a une convergence d'objectifs. On peut rappeler qu'il est dans votre famille politique. Il est dans notre famille politique et il a été aussi président de notre groupe, donc il y a une convergence et il est clair que l'agenda des d'autonomie stratégique européenne, donc développement d'une politique industrielle, complètement achèvement du marché intérieur et élargissement du marché intérieur dans le domaine de l'énergie, des télécommunications, poursuivre l'agenda numérique et de l'intelligence artificielle à travers notamment les ressources pour l'innovation, les investissements, ce sont tous des points sur lesquels on va sans doute trouver dans les vice-présidents exécutifs de la Commission chargée de la prospérité, donc Stéphane Séjourné, un allié important à la Commission. Pour ce qui concerne les affaires constitutionnelles, pour le moment, moi, je ne peux qu'exprimer. On peut peut-être rappeler en quoi ça consiste, cette commission, quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez? Elle travaille sur le fonctionnement des institutions, sur le fonctionnement de la démocratie européenne, sur les relations entre institutions, et c'est la commission aussi qui est chargée de proposer la modification des traités, là où c'est nécessaire de modifier les traités. Et c'est très nécessaire de modifier ces traités. Von der Leyen, suite à nos demandes réitérées, moi aussi, pendant la campagne électorale européenne, j'ai eu l'honneur de représenter Renew dans 2 débats télévisés avec von der Leyen et les autres candidats des autres familles politiques. En juin, dans nos rencontres avec von der Leyen, on l'a engagée. Elle a pris l'engagement de pousser pour une révision des traités. C'est impossible d'élargir, d'unifier les continents sans modifier les traités. Elle l'a dit dans son discours avant d'être élue. Elle l'a mis dans son document écrit avant d'être élue. On ne trouve nulle part dans les lettres des missions des commissaires les mots « révision des traités, réforme des institutions ». Ceci est très grave. Et nous n'allons pas faire passer ça. Donc, la première demande qu'on va faire au commissaire qu'on va auditionner dans la commission affaires constitutionnelles, que ce sera le vice-président Šefčovič, les commissaires Michael McGrath et la commissaire Henna Virkkunen, ça sera sans doute pour nous Renew. Est-ce que vous confirmez l'engagement de la Commission à réformer l'Union pour unifier les continents et pour donner à l'Union les moyens de ses ambitions et de satisfaire les besoins de nos citoyens?
On peut faire tout de suite le lien avec un des éléments qui fait partie de l'actualité de cette session. Ça a été le débat avec Mario Draghi. Mario Draghi, l'ancien président donc, de la Banque centrale européenne, mais aussi l'ancien président du Conseil italien, a présenté un rapport de 400 pages sur l'avenir de la compétitivité européenne. Alors là, on peut faire un lien déjà. Qu'est-ce que vous pensez de ce rapport, ce qu'il préconise? Et aussi, est-ce que ça n'a pas nécessité une réforme des institutions pour le mettre en œuvre? J'en pense du grand bien. Je pense que les rapports de Mario Draghi devraient devenir l'agenda politique des réformes de cette mandature. Il y a des parties du rapport de Mario Draghi qui sont explicitement indiquées dans les missions qui ont été confiées par von der Leyen à ses commissaires. Les rapports de Mario Draghi est mentionné dans toutes les lettres et donc dans toutes les indications, les instructions de travail que von der Leyen a donné à ce commissaire. Et c'est très important parce qu'il est clair que nous avons un défi de compétitivité, nous avons un défi de politique industrielle, nous avons un défi d'investissement pour l'innovation. Mais tout cela, Mario Draghi l'a dit lui-même, ça ne peut pas se faire sans réformer les institutions et à la fin de fin, sans réformer les traités. Ce n'est pas possible. Il le sait lui-même combien c'est difficile. Il sait lui-même qu'il n'y a pas d'appétit parmi les chefs d'État-gouvernement, parmi les gouvernements au Conseil, d'ouvrir ce chapitre. Mais il dit, on peut commencer même sans modifier les traités, mais si nous voulons réaliser toutes les priorités indiquées dans ce rapport, la révision des traités est incontournable. Et c'est pour cela que nous insistons énormément sur ce point. Et il parle notamment d'un investissement, ce qu'on appelle les plans de relance, des plans de 800 milliards par an que devraient faire les institutions européennes pour relancer l'économie. Tout à fait, et c'est très important. Il est dit, il donne ces chiffres. Et disons, il a été président de la Banque centrale européenne, de la Banque d'Italie et directeur du Trésor. Donc, je crois qu'il sait faire les comptes, il sait un peu les faire. Il est dit, ces 800 milliards par an ne sont pas nécessaires pour de nouvelles priorités. Ils sont nécessaires pour permettre à l'Union européenne de réaliser ce que l'Union européenne a déjà dit pour les priorités sur lesquelles l'Union européenne s'est déjà engagée. Donc la transformation numérique, la transformation écologique, la transition verte. Donc il est clair que nous devons, et il a raison du moment où il dit, c'est une question existentielle. L'Europe risque de s'éteindre si elle n'avance pas dans cette direction. Donc, je crois que c'est très important son engagement. Là aussi, il y a beaucoup de divisions au Conseil et nous devons nous battre pour aller dans cette direction. Sachant qu'il y a une division au Conseil et qu'il faudra l'unanimité pour réformer les traités. Donc, ça risque d'être quand même assez compliqué. Oui, mais nous devons poser la question, nous devons commencer le travail de réforme et nous devons assurer qu'il y ait un groupe de pays qui, dans tout cas de figure, il est déterminé à aller de l'avant. On pourrait donc faire une coopération renforcée sur ce type de sujet? Moi, j'essaierais pour faire des coopérations renforcées, donc de permettre à des groupes de pays d'aller plus vite et plus loin, mais de façon, je dirais même structurée horizontale, pas sur un thème spécifique, mais de dire il y a un paquet de réformes économiques, politiques, stratégiques qu'on veut réaliser, et nous donnons les moyens entre groupes de pays qui ont la même vision, d'aller dans cette direction et de les réaliser. Alors, on va passer directement à ce qu'on pourrait appeler la politique internationale. Il y a quand même beaucoup de sujets. On pourrait parler de l'Ukraine, mais l'Ukraine, malheureusement, ne va pas sortir de l'actualité aussi rapidement que cela. Il y a également les événements en Israël, à Gaza. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, parce que sur ce risque d'embrasement qu'il pourrait y avoir, suite notamment aujourd'hui aux événements qui sont passés avec les beepers du Hezbollah, mais aussi par rapport à la nomination de la commissaire Kaja Kallas qui va enchaîner, qui va reprendre la politique étrangère de l'Union. Qu'est-ce que vous attendez d'elle et vous, est-ce que vous voyez un risque d'embrasement au Moyen-Orient? Aujourd'hui, les risques sont très élevés. Que la situation s'empire au Moyen-Orient, que la situation s'enlise encore plus en Ukraine. Kaja Kallas, c'est une femme compétente, c'est une femme courageuse. Et je suis sûr qu'elle fera un excellent travail, notamment sur les dossiers plus urgents, à commencer par l'Ukraine et la Russie. L'Europe en tant que telle n'a pas existé jusqu'à maintenant dans la crise du Moyen-Orient.
J'espère que Kaja Kallas et von der Leyen voudront commencer à faire exister aussi l'Union européenne. Il est clair que j'espère que la tentative en cours du gouvernement américain d'avoir, disons, finalement un accord sur la libération des otages et le cessez-le-feu puisse aboutir. Parce que je crois que ceci est absolument fondamental. Alors ça passera par les États-Unis et aussi les élections aux États-Unis. Alors on a pu voir sur vos réseaux sociaux que vous avez été présent pour la convention démocrate. Déjà, que pensez-vous de cette candidature de Kamala Harris et surtout aussi, qu'est-ce que finalement vous voyez par rapport à cette candidature, à cette élection, par rapport à nous, Européens? Oui, j'étais à Chicago invité par les démocrates américains parce que en tant que secrétaire général du Parti démocrate européen, qui est un des deux partis des Renew, du groupe Renew, j'ai développé dans ces années des relations très fortes avec les démocrates américains et au Congrès et à la Maison-Blanche. Donc j'ai eu ce privilège d'assister à la convention la plus réussie des derniers 30 ans, selon nos amis américain, et dans laquelle Kamala Harris s'est présentée de la meilleure façon possible, parce qu'on pensait qu'elle était, disons, sur un agenda très à gauche et uniquement axé sur certains aspects, ô combien importants, droits civils, question de l'avortement, etc., mais un agenda qui est limité par rapport à l'électorat américain. Alors, évidemment, il a présenté un agenda très progressiste, mais elle a tenu un discours plutôt au centre sur des questions fondamentales comme les besoins économiques de la classe moyenne et notamment l'engagement international des États-Unis. Elle a confirmé l'engagement international en accusant Donald Trump d'être sur un positionnement isolationniste. Elle s'est adressée à plusieurs reprises aux Européens. Elle a confirmé la volonté de développer un partenariat États-Unis et Union européenne. Elle a fait référence évidemment aux questions urgentes comme la question d'Israël et la question de l'Ukraine. Donc je crois qu'elle a des chances. Elle a des chances de gagner ce qu'on pensait être désormais une victoire très facile de Trump en juillet s'est transformé en un match ouvert. Et moi, je crois qu'elle a des chances de gagner. Pour nous, ça serait fondamental qu'il y ait Kamala Harris, donc quelqu'un qui est une amie de l'Europe, à la Maison-Blanche après les élections du 6 novembre. Monsieur Gauzy, je vais vous proposer de participer à la première rubrique qui s'appelle Entre deux, on n'est pas au basket. Je vais vous proposer en fait je vais vous poser une série de questions et vous aurez toujours deux options, deux choix. Alors pas de long discours, il faudra choisir rapidement entre les deux. Alors c'est l'occasion pour nous d'en apprendre un peu plus sur vos centres d'intérêt, sur vos goûts et peut-être un peu votre personnalité. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. C'est parti. Quel est votre choix entre un débat acharné sur la réforme des traités européens ou sur la régulation des nouvelles technologies? Absolument la réforme des traités, parce qu'avec des bons traités, on peut être plus efficace aussi sur les technologies. Alors, est-ce que vous préférez travailler tard la nuit ou vous lever aux aurores pour préparer une session parlementaire? Absolument, c'est lever l'heure. Moi, je me couche vers 10h, 10h30 du soir. Et je suis souvent réveillé déjà à 5h30, 6h du matin. Donc, l'aube plutôt que le coucher du soleil et la nuit. Alors, manger une tarte flambée à Strasbourg ou des moules frites à Bruxelles? Dans ces radios, je ne peux que préférer la tarte flambée. Alors là, je vous pose une question, mais je sais la réponse, peut-être pas nos auditeurs. Souveraineté nationale ou fédéralisme européen? Fédéralisme européen, tout de suite, subito, comme on dit en italien. Alors, une petite question piège, Ursula von der Leyen ou Roberta Metsola, sachant qu'elles sont dans le même groupe politique? Roberta Metsola, parce que elle est jeune, elle est plus jeune et il me semble faire un bon travail aussi de promotion du Parlement européen dans les États membres. Donc, je respecte les deux, j'espère travailler bien avec les deux, mais en tant que parlementaire, je dis la présidente du Parlement. Et ici au Parlement, vous préférez travailler avec le PPE ou les SED? Vous qui êtes au milieu. Moi, je travaille avec les deux sur les bonnes priorités, qui sont les priorités qui sont au centre. Après, est-ce que vous préférez intervenir en français? On va vous parler très bien français, ou en anglais? Je préfère intervenir en français. J'interviens presque toujours en français, en plénière. J'utilise l'anglais quand je sais que, par exemple, dans les réunions du groupe, il n'y a pas de francophones ou pas assez de francophones pour me faire mieux comprendre.
Passer la nuit à réviser un dossier ou improviser le jour J? Je suis un étudiant, un garçon très diligent. Je préfère préparer qu'improviser, mais si on est obligé, espace aussi à l'improvisation. Et enfin, échanger avec des jeunes ou débattre avec des universitaires? Jeune. Et terminons sur une autre question. Eurovision ou Champions League? Champions League. Alors, merci, Monsieur Gauzy, pour avoir participé à notre émission et avoir joué le jeu de ce fameux entre-deux que nous lançons pour cette première émission. Et je vous souhaite une très bonne fin de session. À bientôt.